Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne dont j'ai l'habitude de ne jamais dire le nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va revenir rapidement sur certains événements qui se sont produits récemment. Je vais d'abord commencer par cette fameuse marche qui a eu lieu dans un certain nombre de villes françaises, dont à Paris. Très clairement, hein, disons-le, c'est une marche extrêmement focalisée sur les gens de gauche, encore eux, avec évidemment la participation des Black Blocs et Antifa et autres extrême gauche radicales. Et quand on organise ce genre de marche, surtout à Paris, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à un moment donné des dérapages. C'est inévitable. Eh bien, le dérapage, il a eu lieu puisque un véhicule de la police a été pris à partie, recevant des projectiles, etc. Et un des policiers à l'intérieur a sorti son arme et a mis en joue. Il n'a pas tiré. Il a remis son pistolet dans son fourrail, je ne sais plus comment on appelle ça, et il est revenu dans le véhicule, et le véhicule a tant bien que mal essayé de s'extirper de la situation, parce que malheureusement bloqué par un embouteillage. Alors, évidemment, les images ont fait le tour, des images parfois coupées, c'est-à-dire qu'on a juste gardé évidemment le plus important, sur lequel on a mis évidemment le discours « Oh, regardez, le mauvais flic, il a sorti son arme, il était prêt à tuer des manifestants ». Non. L'entièreté de la vidéo montre bien que le véhicule a été très rapidement ciblé par des ultra-gauches. Je dis bien des ultra-gauches, hein, parce que c'est pas de l'extrême droite hein, qui était présent à cette marche, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Rectifie-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas d'extrême droite dans ces marches organisées. D'accord? Donc c'est exclusivement là des gens de gauche, des gens humanistes, solidaires, machin, etc. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne critique pas le fait de ne pas organiser des marches contre les violences policières et contre le racisme. C'est très bien, mais qu'elles soient cohérentes. Or, malheureusement, vous savez aussi bien que moi que dans ces manifestations, c'est très bigarré. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui partent d'une bonne intention, avec de bons sentiments, comme il y en a certains qui sont là juste pour chercher la bagarre, chercher la provocation. Qui plus est, dès qu'ils croisent des flics. Logique. Le policier n'a fait qu'exécuter tout simplement une procédure qui est une procédure que j'avais déjà expliquée dans une vidéo, qui est la même ici aux États-Unis. C'est l'un des principes fondamentaux d'un policier, c'est sa propre protection. C'est protéger son intégrité physique, qui plus est protéger ses collègues. Et bien là, force est de constater que si aujourd'hui il doit être interdit à un flic de sortir son arme pour assurer la sécurité de lui-même et de ses collègues, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, supprimons la police. Dans ce cas-là, elle ne sert plus à rien. Elle n'est plus là pour utiliser des outils à la fois de prévention et de répression. Et laissons l'anarchie s'installer. Voilà, tout simplement. Alors Madame Rousseau, qui a été évidemment la plus focalisante sur le fait que ce flic a sorti les armes, j'ai envie de lui dire la prochaine fois, quand la France sera à feu et à sang, parce que c'est ce que vous cherchez, vous gens de gauche, vous gens de la NUPES, à force de diviser les Français, et qui plus est, tanner systématiquement ce slogan que la police tue, que tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Il n'y a pas de demi-mesure à avoir en disant oui, mais non, il ne faut pas prendre le slogan au pied de la lettre. Non, dans ce cas-là, on ne sort pas ce slogan de tout le monde déteste la police. À partir du moment où vous réussissez à faire répéter ces mots à des gens dans une rue, dans une manifestation, ne vous étonnez pas qu'un jour, le sang va couler. Et que le fait que le sang va couler, ça va avoir un effet boule de neige. Et Madame Rousseau, vous serez l'une de ceux qui seront responsables de cette situation. À tous les gauchistes
petits antifas qui ne peuvent pas argumenter autrement que de balancer du faf à longueur de temps, vous serez responsable. Ça ne sera pas l'extrême droite. Ce n'est pas l'extrême droite qui va tirer sur des flics. Ce n'est pas l'extrême droite qui va faire des pugilats. Ce n'est pas l'extrême droite qui un jour lynchera un flic. C'est bien l'extrême gauche. C'est bien les antifas. C'est bien les Black Blocs. Et ce jour-là, vous, gens de gauche, vous allez vous retrouver, enfin, gens de gauche, je parle de ceux qui sont dans cette véhémence, dans cet absolu, dans ce minimisme politique et idéologique, eh bien, vous allez vous retrouver être les ennemis. Les ennemis que des gens comme moi considérons comme néfastes, considérés comme dangereux pour la démocratie, dangereux pour la paix sociale. Mais je pense que nous sommes nombreux à penser cela. Parce qu'il y a un moment donné où il y a un temps pour le discours, il y a un temps pour la diplomatie, il y a un temps pour la discussion et le débat. Or malheureusement, ces gens-là ne veulent plus rentrer dans ces cases. Ce qu'ils veulent, c'est imposer leurs idées. Ce qu'ils veulent, c'est la confrontation. Ce qu'ils veulent, peut-être la guerre civile. Et que dans toute guerre civile, on n'est pas là pour jouer au bisounours. Alors que mon propos dérange, que mon propos gêne, j'en ai rien à faire. Le fait est, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un temps pour chaque chose. N'est-il pas? Et le temps pour chaque chose, j'ai envie de dire, encore une fois, je le répète, nous sommes dans des sociétés où la communication, où l'information va très vite. Et que malheureusement, la manipulation, qu'en font certains, par de la généralité, par de l'amalgame, et là j'entends bien parler des deux bords, des deux côtés, aussi bien du côté de la gauche que du côté de la droite, de l'extrême gauche que de l'extrême droite, la récupération pour servir l'idéologie. À un moment donné, ces généralités, ces mêmes généralités qu'on reproche d'ailleurs à Éric Zemmour, finissent par occulter dans l'esprit de certaines personnes le fait qu'il y a de tout pour faire un monde. Et que ce n'est pas parce que vous êtes en face d'un flic que le flic face auquel vous allez vous retrouver est forcément mauvais, est forcément l'ennemi. Donc forcément, si dès vous commencez votre communication avec ce policier, vous êtes violent, vous êtes agressif, vous êtes provocateur, bien qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Vous allez passer un sale quart d'heure. En revanche, si vous avez un minimum de politesse, un minimum de courtoisie, là, dans ce cas-là, vous engagez le policier à être tout aussi courtois et poli avec vous. C'est exactement pour ça qu'aux États-Unis, je trouve que la police, d'une manière générale, est beaucoup plus professionnelle qu'on ne peut le trouver en France. Parce que oui, aux États-Unis, il y a des cow-boys. Ça, là-dessus, c'est irréfutable. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, en France, la situation s'aggrave. Parce qu'à force d'avoir même des mouvances ou des courants politiques qui sont anti-flics, et bien quand on reçoit la violence, eh bien il y a des moments où certains vont répondre par la violence. Et quand je dis violence, ce n'est pas violence physique systématiquement, c'est violence idéologique, c'est violence dans les mots, dans le propos, dans le ton. Et force est de constater que malheureusement, aujourd'hui, nous avons quand même certaines personnes, dans certaines générations, qui sont hyper convaincus qu'un policier est systématiquement mauvais. Je reviendrai sur ce que je vous ai déjà expliqué, sur le fait que malheureusement notre société, nos sociétés occidentales, sont parfois parsemées d'individus qui ont le refus systématique de l'autorité. Parce que ce refus systématique de l'autorité, c'est le symbole même de leur propre liberté de faire tout et n'importe quoi, même si ce doit porter préjudice à la liberté des autres, à la liberté de la collectivité, à l'équilibre et aux règles de principe de la collectivité. C'est l'égoïsme, c'est l'arrivisme. Ces gens-là, évidemment, ne peuvent que détester la police. Et le jour où ils se font prendre, parce qu'ils ont commis une erreur, parce qu'ils ont commis un délit, eh bien pour eux c'est injuste.
Ils vont toujours trouver une justification pour extirper leur responsabilité par rapport à la société, par rapport aux règles de la société. Et bien malheureusement, des gens comme ça, on en a alimenté. On les a alimentés, on a alimenté le feu de leur colère, de leur haine envers l'autorité. C'est bien qu'aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas à dire de façon fantasque qu'il y a des gens qui sont totalement irrécupérables. Je pense que nous en avons tous croisé un jour ou l'autre. Donc, pour terminer avec cette manif, cette marche, autant pour moi, quand on organise cette marche avec la thématique de lutter contre le racisme et les violences policières, on est parfaitement conscient qu'on va attirer tous ces types d'individus, tous ces types de personnalités, tous ces types de gens qui vont avoir des comportements à un moment donné totalement irresponsables et incontrôlables, et provoquer des dérapages. Et ce flic qui a sorti son flingue pour protéger sa propre vie et celle de ses collègues, parce que la vidéo, ceux qui refusent de voir les pavés, tous les objets qui sont balancés sur le véhicule, et qui se focalisent uniquement sur ce flic qui sort son flingue, mais j'ai envie de leur dire, mais quelle malhonnêteté intellectuelle! J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? Vous avez de la gelée, c'est pas possible. Pour être aussi malhonnête à traduire, à voir les faits. Malheureusement, ces gens-là, alors, fut un temps où ils avaient pas mal d'influence. Là, aujourd'hui, ça commence un petit peu à avoir un effet boomerang. Et il y a de plus en plus de gens qui commencent un petit peu à contester, à ne plus être d'accord par rapport à ces comportements. Sauf que le problème, c'est que de par leur violence, eh bien, ils réussissent à mettre une sorte d'ambiance assez malsaine à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne disent pas grand-chose, mais qui n'en pensent pas moins. Et qu'à la limite, j'ai envie de dire, et ça, les pouvoirs politiques, le fait qu'actuellement, on est en train d'essayer de commencer à vous conditionner à la présidentielle de 2027, je pense que l'élite et les pouvoirs politiques sont parfaitement conscients que le dernier mot que vous avez, finalement, c'est le bulletin dans l'urne. Donc d'ici là, que 2027, ils se rendent compte que Édouard Philippe n'a absolument pas l'avantage d'une opinion positive réelle, selon des sondages réels, est-ce qu'il pourrait bien éventuellement truquer les élections? Il n'y a pas des kilomètres. Parlons maintenant de la visite du pape à Marseille. Alors, je tiens à préciser dès le départ, je ne suis ni catholique, je ne suis pas baptisé, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai ce respect envers les gens qui ont la foi. Je dis bien la foi, pas la croyance. Alors, la mienne, c'est quoi la différence? La différence, c'est que la foi, c'est intrinsèque à soi-même. C'est la croyance que l'on a envers Dieu, envers l'existence d'une divinité, dans la pratique d'une religion. Alors, pratique d'une religion à différents niveaux, peu importe, mais le fait est, c'est que dans mon existence, la plupart des gens qui avaient véritablement la foi, c'était des gens qui étaient souvent très accessibles, qui ne faisaient pas du prosélytisme et avec qui il était très agréable de débattre et de discuter. Contrairement aux croyants, le croyant, c'est celui qui se croit religieux, qui pratique la religion, mais qui en réalité n'en tire absolument aucune expérience philosophique, spirituelle, et qui ne fait que suivre comme un mouton un ensemble d'individus qui se disent religieux, qui vont à la messe, qui vont à la mosquée, qui vont à la synagogue, etc., mais qui dans leur comportement de tous les jours sont complètement l'inverse de ce que normalement la religion, la croyance en Dieu leur devrait de s'imposer dans la société en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'individu humble, respectueux, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Eh bien, il faut savoir que le problème qu'il y a aujourd'hui avec François, c'est que beaucoup de gens considèrent qu'il n'est plus le représentant de l'Église catholique.
qui n'est pas le représentant de l'Église catholique. Souvenons-nous des années 2010, la chute même du Vatican, oui, la chute du Vatican, car les finances du Vatican, déjà à l'époque de Jean-Paul II, qui a plus ou moins un petit peu fermé les yeux à l'époque, parce que le capitalisme, le mondialisme étaient déjà en bonne marche, et que s'il avait été nommé pape, c'est aussi parce qu'il y a eu une influence dans les coulisses et dans les couloirs du Vatican, et plus particulièrement américaine. Il y a un moment donné où l'indépendance même de l'Église catholique, l'indépendance même du Vatican s'est retrouvée menacée. Menacée par qui? Tout simplement la corruption, tout simplement par le détournement de fonds. Si bien qu'il est arrivé à un moment donné, lorsque Benoît XVI, Ratzinger, qui était un proche de Jean-Paul II, d'où la raison pour laquelle il a été élu pape, parce qu'on pensait à ce qu'il y ait une continuité, même si Ratzinger était réputé quand même comme étant quelqu'un d'un peu plus fondamentaliste sur les principes même de la religion catholique, eh bien je pense qu'à mon avis, à un moment donné, Ratzinger s'est rendu compte de l'état du Vatican. Et il aura fallu le coup de semonce de la menace qui a même été jusqu'à couper le SWIFT au Vatican. Vous savez, le SWIFT, c'est ce système qui vous permet de payer avec votre carte bancaire dans n'importe quel pays. C'est le système international de transaction, d'où la raison pour laquelle on a entendu parler qu'on voulait couper le SWIFT à la Russie. Donc voilà, qui dit SWIFT dit système évidemment américain, donc contrôle américain. Le SWIFT a été coupé. C'est bien que finalement, même les touristes qui voulaient acheter des souvenirs, etc., ne pouvaient pas payer avec leur carte bleue. Ils étaient obligés de payer en espèces. Et donc, il y a eu une procédure, alors je ne vais pas aller dans les détails, etc., et je ne sais plus qui a réussi à récupérer finalement les comptes du Vatican. Je ne sais plus si c'est Goldman Sachs ou JP Morgan, mais peu importe. Aujourd'hui, le Vatican n'est plus autonome, n'est plus libre, n'est plus indépendant, n'est plus souverain. Il est dépendant de ce que la banque qui détient ses comptes lui dicte ou lui dit de faire ou de ne pas faire. D'où la raison pour laquelle, à un moment donné, Benoît XVI s'est dit moi, j'ai plus rien à faire. Je n'existe plus. Mon existence même, en tant que pape de l'Église catholique, n'a plus aucun intérêt. Parce que si c'est pour que j'exécute dès qu'on me siffle, non. C'est pour cette raison qu'il est parti, qu'il a démissionné. Alors, on a évidemment emballé la chose pour des raisons de santé, etc. Et on a placé à sa place François. Donc François, force est de constater que François, vous savez, dans toute religion, il y a ce qu'on appelle les piliers. Les piliers de la religion, qui sont des règles fondamentales, qui sont immuables, qui sont indéboulonnables, sauf que malheureusement, François a plus ou moins entravé un certain nombre de piliers. Et un de ces piliers, c'est évidemment l'homosexualité. Vous savez, dans l'Église catholique, dans l'Église chrétienne d'une manière générale, l'homosexualité, normalement, est interdite. Mais dans certains pays, dans certaines cultures, on a assoupli la tolérance. C'est-à-dire qu'on fait preuve de tolérance. On n'accepte pas l'homosexualité, mais on fait preuve de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité. Or, le pape François, lui, il a carrément ouvert les portes. C'est-à-dire, vas-y, je reconnais le mariage homosexuel, vas-y, enfin... Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas une opinion personnelle. Je dis simplement, c'est dans le contexte de la religion catholique. Cette religion catholique, comme je viens de vous le dire, vis-à-vis de l'homosexualité, dans certains pays, dans certaines cultures, dans certaines communautés, on a fait preuve de tolérance. Mais on n'a jamais remis en question le pilier même de l'Église catholique par rapport à l'homosexualité. Or, le pape François, lui, il a littéralement pété le pilier. Donc à partir du moment où vous avez un dignitaire d'une religion qui commence à péter des piliers, c'est comme si, par exemple, chez les musulmans, sur les 5 piliers de l'islam, on décide que pour garder la confiance et l'intégrité même des musulmans, on dit, décidément, finalement, vous n'avez plus besoin d'aller à la Mecque pour faire votre pèlerinage. Et là, évidemment,
pensez bien que chez les rigoristes et les fondamentalismes religieux de l'islam, c'est blasphème, c'est hérétique. Là, c'est limite la fatwa qui vous tombe sur le coin de la cafetière. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui le pape, et donc d'ailleurs Emmanuel Macron, qui a assisté à la messe dans le vélodrome qui a été organisé à Marseille, évidemment tous les laïcards républicains ont commencé à dire « ouais, ce n'est pas la place d'un président de la République française » et tout. Le président de la République française peut assister à une messe, c'est pas pour autant que il va changer demain le régime de la République en éliminant la laïcité. Beaucoup de présidents ont été dans des lieux de culte pour des cérémonies, pour des messes, pour des enterrements. C'est pas pour autant que en fait, c'est de la représentation, si vous voulez. C'est de la représentation. Aujourd'hui, des Français catholiques ont dû certainement apprécier de voir Emmanuel Macron et Brigitte Macron assister à une messe. Donc c'est un pas, si vous voulez, vers une partie de la France catholique, en tant que président de la République. Mais évidemment, tous les gauchistes anticléricaux de tout poil ont commencé à lui tirer dessus, etc. Bon, même si on est d'accord que c'est de l'opportunisme politique. Donc à partir de là, si vous voulez, moi aujourd'hui, je compatis à la douleur des catholiques, croyants ou non croyants, de se rendre compte que finalement l'Église catholique romaine est en train tout simplement de s'effondrer, ou tout du moins de se soumettre au nouvel ordre mondial. Ce qui pose évidemment problème, c'est que dans certains pays encore très profondément ancrés dans le catholicisme, vous avez beaucoup de pays aujourd'hui qui ne reconnaissent plus ce pape. Par exemple, je peux vous dire que dans les communautés catholiques américaines, beaucoup de ces communautés aujourd'hui ne reconnaissent pas le pape de l'Église catholique. Ce qui fait qu'il y a parfois certains conflits avec certains dignitaires de l'Église catholique américaine vis-à-vis des cardinaux qui représentent l'Église, qui représentent le Vatican, sur l'échelle nationale américaine. Il y a beaucoup de dissidence aux États-Unis vis-à-vis du catholicisme de l'Église romaine, allant plutôt tendance vers une Église une Église chrétienne, une Église catholique américaine, un peu comme d'ailleurs ce qu'a fait Henri VIII en créant l'Église anglicane à sa façon. Donc, encore une fois de plus, c'est un peu une déliquescence. Et en plus, quand c'est un pape qui tient un discours pro-migrant, etc., tu as envie de lui dire, non mais attends, que tu valorises le côté humanitaire, solidaire, envers des populations qui vivent dans la pauvreté, dans le désarroi, victimes de la guerre, etc. Ok, c'est très bien, ça fait partie de la charité chrétienne. Sauf que le problème, c'est un problème de coût. Hein. Et j'ai envie de dire, Monsieur François, quand le Vatican finalement s'est retrouvé presque vendu aux intérêts mondialistes sous l'égide d'une banque multinationale, on n'a pas le son à recevoir de vous. D'autant plus que aujourd'hui, vous avez Darmanin qui a prétendu qu'il n'y aurait absolument aucun migrant des récents débarquements de Lampedusa qui viendrait en France. Sauf que j'ai envie de lui poser la question, j'ai dit, mais comment tu vas faire, Coco, quand tu vois que finalement, quasiment presque tous énormément de ces migrants viennent de pays francophones? Ils ne vont pas aller en Angleterre, pas aller en Allemagne, pas aller en Espagne, en Italie. Ils vont aller là où ils peuvent parler la langue, et en France. Mais voilà, c'est de toute façon... Ça confirme bien ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui le Vatican est une succursale, est une filiale des mondialistes, des globalistes, qui de toute façon cherchent à provoquer la destruction des États-nations. Et un des aspects de la destruction des États-nations, c'est tout simplement foutre le bordel dans les sociétés
civile, par l'apport d'individus qui, à un moment donné, par leurs différences culturelles, par leurs mœurs différentes, par leurs traditions, sont complètement des antagonistes aux valeurs et aux principes même de la société du pays en question, de la société française. Tout comme d'ailleurs, la Suède aujourd'hui est en train de faire machine arrière vis-à-vis de cette capacité de vouloir être un pays multiculturel. Bah oui, sauf que le problème c'est que ça ne fonctionne pas. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus de ça, ça pousse les Suédois aujourd'hui à voter extrême droite. Tout comme en Allemagne, c'est pareil. Sauf que l'Allemagne, elle reçoit beaucoup plus de Turcs, mais qui posent aussi les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes de différents culturels, de communautarisme, même si le communautarisme en Allemagne, c'est un système qui est plutôt intégré à la société allemande, la nouvelle société allemande, la société allemande contemporaine, je ne parle pas de la société allemande d'une manière générale ancienne, pré-nazisme. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a certains sondages aujourd'hui qui ne peuvent pas éviter de voir la réalité en face. Donc forcément, quand vous avez un pape, alors qui plus est, nous honorons l'Église catholique, puisque nous ne renions pas le fait que historiquement la France est la fille de l'Église catholique, mais la France est aujourd'hui une république. Donc ayons la tolérance du religieux, ayons la tolérance de la pratique religieuse, ayons la tolérance des traditions religieuses, mais ce qui s'impose à chacun d'entre nous, c'est notre citoyenneté, le fait que la France est un pays avec un peuple unique et indivisible. Et donc, se doit de fonctionner, se doit de se comporter en égal vis-à-vis de la société française, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la société civile. Or, en effet, nous sommes d'accord que depuis quelques années, on a des politiciens, aussi bien de gauche que de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, idéologues, intellectuels, artistes, qui dérogent complètement aux principes. Et même, j'ai envie de vous dire, depuis la Révolution française, il y a eu des périodes où le gouvernement français, ou la République française, a parfois fait des entorses, toujours et encore, pour des intérêts idéologiques et des intérêts politiques, pour un clientélisme politique. Et je terminerai ceci en vous donnant cet exemple que je vous invite à méditer. Vous constaterez, plus particulièrement à Paris, à chaque fin d'année, un espace public est légalement privatisé pour permettre à la communauté juive de fêter la Hanouchka. C'est quand même bizarre dans un pays qui se dit laïque, non? Alors attention, je ne tiens pas ce propos par antisémitisme. Je dis simplement, c'est que si on accepte de faire, ou si on accepte un avantage chez les uns, bien évidemment, quand les autres demandent d'avoir ce même avantage, mais qu'on leur refuse, eh bien vous créez la situation que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation d'un fossé, d'une discorde, de provoquer la dissension, la provocation, le désordre, le chaos, en mettant en opposition des communautarismes, qu'ils soient ethniques ou religieux. Et là, on va droit dedans. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.